Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et franchement, vous n'êtes pas prêts. On va parler des plus gros fails qui sont arrivés dans l'histoire de notre sport. Il y a des trucs que vous imaginez même pas. On va commencer directement avec un des fails qui m'a le plus marqué dans ma pratique. C'était vraiment au tout début de ma carrière. Donc pour ceux qui sont un petit peu récents avec le power, vous devez même pas connaître le personnage. Ça vient de Blaine Summer et c'était à peu près en 2018. En préparation pour les championnats du monde équipés. Donc c'était vraiment plus populaire à l'époque, il y avait pas mal de gens qui le faisaient, et forcément, Blaine Summer, c'est un SHW, ce qu'on appelle un super heavyweight, c'est la caté la plus lourde qui existe. Je crois qu'il squattait quasiment 500 kilos, et il s'est passé une dinguerie. Bon, du coup, je viens de calculer, il y avait 1025 pounds, parce que c'est un américain, Blaine Summer, donc il utilise les pounds, ce qui fait environ 460 kilos sur la barre. Avec les taquets et tout, ça doit faire 465. Il y a tellement de poids sur la barre, franchement, c'est très dur à calculer. Et en fait, ce qu'on voit directement, bon, bah forcément, on est sur de l'équipé, c'est des gens qui mettent très lourd, plus lourd, alors surtout à l'époque, que ce qu'on voit de manière habituelle. À l'époque, un squat à 460, c'était vraiment pas quelque chose qu'on voyait souvent. Maintenant, avec Jesus, on voit quand même quelques gabarits qui sont capables de le faire. À l'époque, il y avait Ray Williams, il y avait Blaine Summer, il y avait Jesus, mais c'était pas quelque chose de très courant, et surtout en fonction des techniques, notamment en équipé, ça peut rendre les trajectoires un peu très complexes parce qu'on pousse les hanches beaucoup en arrière, il y a les bandes de genoux, il y a un petit peu des choses qui vont aider au mouvement, et ça peut très vite dégénérer, comme les charges sur la barre sont très lourdes par rapport à ce que la tête peut faire, on va dire, musculairement, et là c'est exactement ce qui se passe. On voit qu'il démarre le mouvement, rien qu'au moment du dérac, enfin la barre, elle plie dans tous les sens. Franchement, moi, en échelle, j'ai déjà mis 360 sur le dos et je peux vous dire qu'effectivement, ça commence déjà à être compliqué. On sent qu'on n'est pas très à l'aise. Là, il y a 100 kg de plus sur la barre. Et on voit que du coup, sur la descente, il doit stabiliser beaucoup la barre. Et au moment où il renvoie, en fait, tout se passe bien. Hein. En plus, le squat monte super facile, on se dit qu'il y a de la marge. Mais en fait, c'est tout simplement au moment du rack où je sais pas ce qui s'est passé exactement. On a l'impression qu'il perd un peu connaissance ou quoi. Il commence à s'avancer, il met le rack à droite, il le met pas à gauche. Et forcément, bah, il y a 400 kg, hein. Donc si la barre part, bah, le rack part avec. Il n'était pas fixé dans le sol, et donc du coup, malgré les sécu qu'il a mis sur le côté, bah, le rack est complètement parti en avant. Et en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'à ce moment-là, en fait, son bras gauche, il me semble, passe à quelques millimètres du rack. Et en fait, ce fail-là est réarrivé pas si longtemps après. Malheureusement, je pourrais pas vous le montrer parce que ça sera pas YouTube friendly. Mais au moment où ça s'est passé, en fait, son bras a été poussé, enfin, le poids a poussé son bras contre le rack, qui lui a vraiment coupé une partie de l'avant-bras. Alors, encore une fois, je peux pas vous le mettre, mais si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller checker. C'est The Vanilla Gorilla 92. Vous pouvez aller checker sur Instagram si vous remontez dans les environs de 2020. Vous allez pouvoir voir justement ce truc-là. Et franchement, c'est pas joli à voir. Je crois que j'ai jamais vu un truc une blessure aussi visuelle en powerlifting. Donc voilà, on commence directement avec un fail corsé. Pour revenir sur ce fail, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est-à-dire que le mec expérimenté, il sait ce qu'il fait. Enfin, c'est un mec qui a été plusieurs fois champion du monde. Il a les couilles, entre guillemets, de faire un squat à 460 sans spotter. Après, tu me diras, si t'as pas 2, 3, 4 spotters, à ce niveau-là, il vaut mieux le faire sans spotter plutôt qu'avec. Parce que franchement, si 460 kg partent tout seul, ou à 2 ou à 3, on peut pas y faire grand-chose. Là, en l'occurrence, tout se passe bien. C'est juste au moment du dérac qu'il loupe le rack parce que la barre plie et il a du mal à la remettre dans le rack. Et voilà, tout s'enchaîne. Et c'est là où on se dit, tout peut aller très vite. Et donc voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez, il y a une photo sur son Instagram qui a été postée le 17 octobre 2020 qui montre un petit peu les résultats de ce fail. C'est pas joli à voir. Juste avant, je vous ai parlé de Ray Williams. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des GOAT du powerlifting. Si je dis pas de bêtises, il a squatté 490 kg à l'Arnold Classic 2019. C'était vraiment le meilleur SHW, donc super heavyweight encore une fois, qui existait au monde. À cette époque, dites-vous que le mec c'était un monstre. En fait, il squattait déjà à 500 kg et des totales à 1 tonne, il n'y en avait pas beaucoup. Donc à partir du moment où tu squattes quasiment la moitié de ton total, ça te donne une avance considérable. Et là, c'était à Helsingborg, donc en Suède. J'étais à ces championnats en plus. C'était du coup en 2019, juste avant le Covid. Je me souviens, il y avait tout un débat sur ces championnats du monde-là. En fait, la plateforme apparemment était un petit peu inclinée, donc les gens avaient du mal à squatter, etc., parce qu'ils se sentaient sur l'avant. Et là, du coup, on voit Ray Williams qui déraque 400, alors 70, 120, 70, 220, 270, 320, 370, 420, 430, 435, 440. On voit Ray Williams qui déraque 440 au squat. Encore une fois, il se tient debout, mais juste le fait de se tenir debout, la barre bouge dans tous les sens. Et c'est là où on voit les contraintes des équipements. Il a son start. Déjà, on voit qu'il prend son temps, il respire beaucoup, il brise plusieurs fois avant de partir. Il part, la barre gondole dans tous les sens. Il arrive en bas, il repousse. Et là, en fait, on voit qu'il perd un peu l'équilibre. Il se sent tiré sur l'avant, la barre commence à rouler et il essaie de la combattre. Malheureusement, il n'y arrive pas. Voilà, quand je vous disais qu'il fallait au moins 5 spotters pour spotter un truc comme ça, on le voit. Là, c'est 5 mecs qui sont entraînés, parce que du coup, ils sont en championnat du monde. Et en fait, quand la barre est 1m80 de haut et qu'il faut monter 440 kg de 10 cm,
bah c'est pas facile. Et c'est pour ça que spotter, c'est vraiment pas un métier facile, même si en plus c'est pas forcément un métier professionnel pour tout le monde. Mais là, à ce moment-là, on voit en fait, on peut se dire que c'est la faute des spotters, mais imaginez-vous 440 kilos bloqués comme ça. Donc du coup, à ce moment-là, en plus c'est un peu la panique parce que forcément en fait t'es un peu au summum du stress, c'est-à-dire que t'es sur le squat le plus lourd, un des mecs qui est le plus mis en avant du power à cette époque-là, et ils arrivent pas à gratter ces 5 petits centimètres pour re-rack la barre sur le rack. Donc du coup ils poussent et en fait ils décollent le rack. Et là, ils sont complètement bloqués parce que du coup, Ray Williams, lui, il est parti sur l'avant, il a plus du tout de force pour aider. Ce qui fait qu'à ce moment-là, en fait, c'est quasiment les 5 spotters qui tiennent toute la barre. Et lui, il est en mode, bah, allez-y, poussez. Sauf que comme le rack a été décalé un petit peu sur l'arrière, bah, en fait, il est remonté. Et du coup, il ne peut plus accéder à ces derniers centimètres. Et ils sont complètement bloqués. Donc tu vois qu'ils restent comme ça pendant 5 secondes, même les arbitres viennent les aider. Et du coup, l'arbitre vient à gauche, il aide, hop, il remonte la barre. Du coup, ça met tout le poids à droite et les 3 spotters à gauche s'effondrent. Sauf que Ray Williams a encore sa main sur la barre. Et c'est ça en fait qui est dangereux, c'est qu'à ce moment-là, il aurait pu vraiment se faire très très mal. Et là, on voit le professionnalisme du mec. En même temps, des compétitions, il en a fait dans sa vie. Mais du coup, il garde la barre dans la main, il la rattrape avec l'autre et il aide les spotters, qui au final vont poser l'autre partie de la barre sur le banc de coucher, quoi. Pour tous ceux qui font des compétitions, si vous failez, gardez votre barre. C'est ultra important, déjà parce que vous mettez en danger votre vie, mais aussi la vie des spotters qui sont derrière vous, qui sont là pour vous aider. Donc vous êtes responsable de la barre que vous soulevez, et même si c'est lourd, vous devez toujours aider jusqu'au dernier moment pour la sécuriser, la reposer sur le rack, et qu'on n'en parle plus. Donc voilà, je fais un petit aparté parce que vraiment c'est ultra important, et on voit qu'un mec comme Ray Williams, justement, bah voilà, c'est un mec qui a l'habitude, jusqu'au bout, il reste sur sa barre, et pourtant, on parle d'un attempt de championnat du monde, donc un truc qui peut lui coûter un record, voire un titre de champion du monde. Mais la première chose à laquelle il pense, c'est sécuriser la barre, sécuriser les spotters, et après, oui, il a le seum, mais ça passe en secondaire par rapport à la vie de certains humains. Et là, du coup, on le voit, hein, il ressort de la barre triste, mais bon, forcément, encore une fois, voilà, c'est la vie. Malheureusement, sur des barres comme ça, on arrive avec des contraintes énormes, et franchement, le scénario est pas si mauvais, compte tenu de la charge, de ce qui se passe, et de la situation dans laquelle ils étaient. C'est pour ça que je vous dis, parfois, quand il y a autant de poids sur la barre, il vaut mieux ne pas être spoté et savoir drop la barre plutôt que en fait, être spoté par pas assez de personnes ou des gens qui n'ont pas l'habitude, parce qu'en réalité, c'est vraiment pas facile à faire. On enchaîne sur un autre super heavyweight. Cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt encore, c'est peut-être au Texas pour les championnats du monde. Mais en fait, encore une fois, les fails les plus surprenants, c'est souvent les fails sur lesquels il y a le plus lourd. Et là, on arrive sur un contexte totalement différent. Donc, ce mec, c'est un Canadien qui est en super heavyweight. Je vais pas citer son nom, tout simplement parce qu'il a été pris pour dopage. Donc, j'ai pas envie de mettre en avant quelqu'un entre guillemets qui respecte pas les règles de notre sport. Donc, du coup, je vais revenir directement sur le mouvement. Et là, on voit encore une fois un 415 kg sur la barre. C'était d'ailleurs un des concurrents de Ray Williams à ce moment-là. Et donc, du coup, il prend sa barre en haut, pareil, des racks, pas de souci. Et là, on voit qu'il s'élance sur sa descente, il descend. Et au moment où il pousse, en fait, bah, encore une fois, il part sur l'avant. Et là, les 5 spotters vont direct essayer de le choper. Le truc, c'est qu'encore une fois, 415 kg sur la barre. Et le problème, en fait, on voit tout de suite, dès qu'il commence à aider, bah, en fait, ses pieds se déportent sur l'avant. Et donc, en fait, il part. Et ce qui fait que lui-même peut plus pousser. Et c'est là tout le problème. Et c'est en fait ce qui se passe là, c'est que les spotters l'ont un peu déséquilibré sur l'avant. Et donc, il pouvait tout simplement juste plus pousser sur la barre. Ce qui veut dire qu'en fait, les 415 kg, plus le poids du bonhomme, étaient dans les mains des 5 spotters. Et c'est là où c'est très très compliqué. Ça peut vite partir en couille, hein, on va dire, dans une situation complexe. Sur des charges comme ça, il faut avoir la dualité de laisser le mec continuer à pousser pour du coup délester au max et en même temps aider. Et là, malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire puisqu'il était déséquilibré. Et donc, au fur et à mesure qu'ils l'ont aidé, il était de plus en plus déséquilibré. Et en fait, le problème, c'est que les spotters, le spotter de derrière le tenait sur la barre pour pas qu'il se lâche, et les spotters de côté remontaient la barre, sauf que lui, il était sur l'avant. Donc en fait, en réalité, il était tiré contre la barre et en même temps vers l'avant. Il pouvait pas vraiment se dégager. Et forcément, ben, voilà, un bonhomme comme ça, au niveau mobilité, c'est pas forcément les mecs les plus mobiles du monde, ce qui fait que forcément, il est dans une position qui était pas très confortable. Et en fait, on voit hein, qu'il est pas bien, il est tiré, parce que bah, en fait, les spotters essayent de le sécuriser sous la barre et en même temps, ils le bloquent. Et je pense que voilà, c'est un combo de tout. À ce moment-là, bah, forcément, les émotions, t'as le seum, t'as loupé ta barre, tu t'es potentiellement fait mal, t'es bloqué. Enfin, beaucoup de trucs qui font que ça rend tout de suite le truc très théâtral. On voit qu'il bouge dans tous les sens et tout, il tombe. Et je pense que forcément, sur le moment, peut-être qu'il a il a eu un petit peu peur ou quoi. Et du coup, il s'est mis à trembler, à être bloqué. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses dans la tête d'un mec qui peut faire un peu dégénérer la situation. Et on voit qu'il était vraiment pas bien à la fin. Et on voit pareil, hein, les spotters sont pas bien non plus. Forcément, encore une fois, situation très complexe. D'autant plus que là, en plus, il avait les racks à l'intérieur. Ce qui fait que c'est plus complexe pour les spotters de poser parce qu'en fait, entre l'endroit où il prend la barre sur la main, le rack et les poids, il y a vraiment pas beaucoup de place pour reposer la barre. Donc si le mec tient encore la barre, tu peux vite le reposer les poids sur la barre, enfin sur la main. Et tu doutes bien que si tu reposes 400 kg sur une main, ça se passe pas très bien. Heureusement, si je dis pas de bêtises, tout le monde s'en sort bien. Personne s'est blessé encore une fois. C'est un peu le maître mot de cette vidéo. Hein. J'avais pas envie de mettre de trucs gore parce que franchement le but c'était pas que ce soit dégueulasse à voir, mais plutôt qu'on voit des fails qui ont été plus ou moins bien gérés et surtout en fait que ça a un petit peu une vertu éducative sur comment apprendre à louper une barre au final pour tous ceux qui regardent cette vidéo. On va enchaîner du coup sur une vidéo et là vous voyez j'ai un petit sourire pour une raison assez simple, c'est que le prochain, eh ben il est sur moi. Alors
rien d'aussi impressionnant, je vous rassure, je me suis pas fait mal, et Dieu merci, justement, j'avais des spotters qui étaient très réactifs derrière moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au championnat d'Europe sub-junior en 2018. Là, c'était mes premiers, ou mes deuxièmes, non, premiers championnats d'Europe. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, alors vous allez voir, hein, déjà, rien à voir à la tenue, je suis en chaussures d'haltéro, j'ai la barre relativement haute, voilà, c'était le personnage quand j'étais plus jeune. Et si je dis pas de bêtises, à ce moment-là, je squatte 296. C'était du coup le 25 novembre 2018, et dites-vous, je l'ai retrouvé dans mes archives de mon téléphone parce que c'est tellement vieux, mais ça me marquera toujours. Donc du coup, je déraque, c'était 295 kilos, 293 pardon, kilos. J'étais en sub-junior à ce moment-là, je descends, tout se passe bien, je pousse. Pareil, on voit que je galère un petit peu, les spotters sont très très proches, je pousse, j'ai du mal, voilà, je finis le mouvement, et en fait au moment où je lock, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais entre le cut, la fatigue, le stress, machin, etc., en fait je sens que je commence à perdre les pédales, et je suis en train de perdre connaissance, et en fait au moment où je lock les genoux, je me sens partir en arrière, et je peux rien y faire, et une fois que la barre a commencé à partir, en fait du coup je tombe complètement sur l'arrière, et on voit que j'essaie de rattraper la barre avec mon pied, mais vraiment j'étais à 2 doigts de tomber sur l'arrière et j'étais en train de perdre connaissance. Et donc du coup rien de fou, mais imaginez ce qui aurait pu se passer si à ce moment-là, je sais pas, j'avais pas eu la lucidité ou j'étais complètement parti et la barre était, enfin, serait juste partie parce qu'en fait les spotters étaient derrière moi, je serais tombé littéralement sur les spotters avec la barre et ça aurait pu être très dangereux. Et dites-vous que ça m'a coûté beaucoup de choses parce que sur les championnats d'Europe là, je visais pour être enfin en gros je liftais pour être le premier sub-junior du monde à faire 800, pour aussi améliorer mon record, améliorer plein de choses. Et j'ai loupé tous mes objectifs parce que sur ce squat, j'avais fini le mouvement et juste une seconde avant d'avoir le rack, si vous regardez bien sur la vidéo, on voit que le juge me donne le rack. Le mouvement m'aurait pu être validé parce que j'ai eu plus ou moins le rack au même moment, mais après ça c'est toujours à l'appréciation des arbitres. Et bien on voit que je tombe et du coup ça m'invalide le mouvement qui avait été fini à 100% en fait. Et c'est complètement fou, mais voilà. Ce fait là, je m'en souviendrai toujours parce que vraiment, en fait, si vous voulez, quand je suis sorti de la barre, je me suis même pas rendu compte de ce qui s'est passé. J'étais en mode, mais attends, genre, je viens de tomber, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprenais pas du tout, j'étais complètement parti dans un monde ailleurs. Et voilà, ça m'a coûté malheureusement pas grand chose en soi parce que j'ai tout gagné, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et ces 5 kilos là, c'est ça exactement, 5 kilos là, auraient pu faire la différence et m'aurait permis d'être le premier sub-junior à tirer 800. D'autant plus que sur le terre, il m'arrive un peu une même dinguerie. Je mets 324, je crois, si je dis pas de bêtises, pour battre mon propre record du monde en deuxième barre. Et je mets 328 en 2 pour faire 800. Et je crois que je lock la barre et je me fais arbitrer peut-être une rouge ou 2 rouges ou un overturn, enfin c'était un truc un petit peu litigieux comme ça, et encore une fois, la deuxième chance que j'avais de faire 800, bah je la loupe sur un mouvement, donc c'était un peu une compétition catastrophe au final, mais voilà, je me souvenais de ce fail et ça m'avait marqué. On va enchaîner sur un fail qui m'avait aussi beaucoup marqué à l'époque, alors c'est en équipé, un peu comme Blind Summer au début, mais ça me parle moins parce que en fait c'est vraiment directement lui-même qui va avoir un souci, mais c'est un squat quand même incroyable par un Ukrainien. Alors attendez, je vais y aller sur la prononciation, je vais vous le faire parce que c'est Dmitro Semenenko. C'est un des meilleurs 105 en équipé que notre sport ait connu. Et on voit du coup qu'il squatte 440,5 pour sa deuxième barre. Donc au moment du dérac, encore une fois, une barre très lourde, surtout que c'est en moins de 105. Hein. Donc dites-vous que on est à 20 kg de Blind Summer qui est en super heavyweight, alors que lui est en moins de 105. Donc il faut se rendre compte du truc. Il la déraque, encore une fois, la barre bouge dans tous les sens, forcément, 440 kg sur le dos. Il se prépare, il brace, il descend, on voit qu'il tire bien la combi, et en fait en bas, boum. Et là, si vous n'avez pas l'œil expert, vous comprenez pas. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa combi s'est complètement déchirée. Donc en fait, à l'endroit où il squattait, il était un peu large, et au niveau littéralement de ses fesses, la combi c'est quand même une matière très rigide. Hein. Elle s'est complètement arrachée, ce qui fait qu'elle s'est ouverte, et du coup il est parti sur l'avant, et la barre l'a complètement écrasé. Donc dites-vous que là, il vient de se faire écraser par 440 kg, et peut-être 5 minutes après ce fail-là, où on voit hein, que vraiment le mec est complètement immobilisé, et puis imaginez-vous quoi, juste le stress psychologique de se dire « Ah ouais, il y a 440 kg qui sont tombés juste à côté de moi, ça aurait pu me coûter la vie. » Ce qu'il fait, c'est qu'il se décide de changer de combi, et encore une fois, il faut se dire que dans ce sport, mettre une combi, enlever une combi, ça peut prendre beaucoup de temps, parce que c'est des combis qui sont très ajustés, qui peuvent être durs à mettre, durs à enlever. Donc là, il a eu 5 minutes pour enlever ses bandes, enlever sa combi, remettre ses bandes, remettre sa combi et se préparer pour repasser. Et on le voit qui se représente du coup voilà 5 minutes après avec une nouvelle combi, c'est complètement fou, à 445,5. Donc non seulement il fail, il change complètement son matériel dans un temps qui est quasiment impossible, mais en plus il rajoute 5 kilos, il se présente pour la faire, et là c'est digne d'un Disney, vous vous doutez bien, il se présente, il a le start, on voit qu'il se place correctement, il descend, là au même endroit où il était du coup pendant sa barre d'avant où il a loupé, il pousse, il grind un peu et il l'a fini. Et là, c'est vraiment le conte de fées, entre guillemets. Le mec en fait, faut se rendre compte c'est le contexte général. C'est une dinguerie. Alors, malheureusement, il se prend 2 rouges derrière, et je me demande,
enfin 2 rouges du coup pour Depth, parce que probablement qu'il était pas ultra en confiance en bas, mais je me demande même s'il se fait pas overturn derrière ou s'il valide le mouvement, mais peu importe, même s'il se prend des rouges, faut se rendre compte des couilles du mec, quoi, vraiment des couilles du mec de se dire ok j'y retourne, je la refais, alors qu'il s'est passé ça juste avant. Donc je trouvais celle-là était ultra inspirante, parce que bon, même si c'est sur un sport un petit peu différent du nôtre, qu'au final il valide pas sa barre, etc., je me devais de la mettre parce que je trouve que l'histoire est complètement folle. Pour le dernier fail, on va vous parler d'une athlète française que j'ai croisé d'ailleurs au SW Gym, donc SO à toi Nour. On vous mettra sur Insta si vous voulez aller checker ça. Alors, encore une fois, j'ai demandé son accord, tout simplement parce que, en fait là, on montre quand même la carrière de quelqu'un, une grosse blessure, quelque chose qui peut coûter, et le but c'est pas du tout d'être médisant ou quoi du tout avec cette personne, parce que pour le coup, techniquement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste vraiment le coup de la malchance, et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, elle descend au squat, donc à l'entraînement, en plus sur une barre, à mon avis, qu'elle maîtrisait totalement, et au fur et à mesure qu'elle pousse, elle part sur l'avant, la barre roule un petit peu dans son dos, et on voit qu'en fait, au moment où elle tombe, elle plie les genoux sur l'avant, donc littéralement, elle se met à 4 pattes, et en fait, son bras reste bloqué sur la barre, pour une raison que je pense elle-même ne sait pas réellement, mais en fait, on voit qu'elle n'arrive pas à enlever son poignet de la barre et du coup à se défaire de cette barre. Donc quand la barre tombe, en fait, elle tire son bras vers le bas dans une amplitude dans laquelle il peut pas aller. Et malheureusement, en fait, on peut voir qu'elle se fracture l'humérus, littéralement. Et ça, c'est un des fails. Encore une fois, voilà, malheureusement, parfois, ça peut arriver. Et dites-vous que là, même s'il y avait des spotters, en fait, elle aurait pas forcément pu y faire grand-chose. Encore plus si c'était des poids plus lourds, parce que en fait, quand ça tombe si vite comme ça, c'est compliqué d'y réagir. Et en vrai, dinguerie, parce que on voit qu'elle se fracture l'humérus et sur son réel sur lequel je suis là. Direct derrière, elle fait ce qu'elle peut pour s'entraîner, et peut-être 6 mois après, on la revoit de nouveau en train de squatter, et comme si de rien n'était, entre guillemets. Donc je l'ai croisée à la salle, et franchement, en vrai, inspirant un peu le parcours, parce que tu te dis, ça laisse quand même une empreinte psychologique, tu vois, de te dire que tu t'es cassé le bras en faisant du squat, et d'y retourner, et au final, de revenir à un niveau, voire même supérieur au niveau auquel elle était. Je trouve ça super cool, et ça montre encore une fois que rien n'est inévitable. Parfois, la malchance peut faire des choses, mais si on veut, avec du boulot et de la détermination, on pourra toujours retourner à un bon niveau. Mais si vous le pouvez quand même, faites-vous entourer de spotters, ce sera toujours plus safe pour vous. Surtout pour le niveau de la majorité des gens, des spotters qui sont doués peuvent souvent réussir à bien améliorer une situation. Ça n'enlève pas non plus la responsabilité de l'athlète, il faut toujours qu'il soit le plus rigoureux possible et faire en sorte de savoir fail et surtout de ne pas fail, donc c'est encore mieux. Mais quand ça arrive, le fait d'être bien entouré, ça limite toujours les chances qu'il se passe des dingueries comme ça. Le message de cette vidéo, c'est pas attention, le squat c'est dangereux, pas du tout. Si on prend les statistiques des chances de traverser la rue et de se faire renverser par une voiture, il y en a malheureusement, c'est de la pratique. Donc du coup, au lieu d'ignorer les fails qu'il peut y avoir et de entre guillemets, faire l'autruche, il vaut mieux justement s'y confronter, comprendre pourquoi les choses arrivent et essayer du coup de limiter les chances que les choses se passent, parce que dans tous les sports, malheureusement, on se blesse, mais dans tous les sports, on peut faire en sorte d'avoir le moins de chances possible de se blesser pour justement pouvoir pratiquer correctement et éviter ces catastrophes. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé un petit peu le truc. Là, on était vraiment spécialisé sur le squat, mais si vous avez kiffé, on pourra faire un épisode sur le bench, sur le deadlift, ou peut-être de manière plus générale sur le power. Je me suis vraiment souvenu de vieux lifts qui, pour vous, peut-être parlent pas tant que ça, parce que c'est des personnes qui sont dans le game depuis longtemps, mais voilà, il n'y arrive pas non plus beaucoup de dingueries, parce que forcément les spotters sont forts, et puis les athlètes sont professionnels pour la plupart, donc on voit pas souvent des fails comme ça, mais voilà, là c'était le cas. J'espère que du coup vous avez kiffé la vidéo, qui change encore une fois un petit peu. Si vous avez en tête des idées de fails, enfin si vous avez des fails ou quoi, que vous trouvez complètement fou, et que vous voulez peut-être même à la limite que je review pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je pourrais mettre une adresse mail dans la description sur laquelle vous pourrez envoyer les fails que vous avez, parce que je me dis qu'il y a moyen de faire des petits épisodes sympas comme ça, où je review un petit peu les trucs les dingueries entre guillemets que vous avez vu sur notre sport, et que j'en fasse des vidéos, peut-être même des lives. Donc voilà, si vous kiffez le concept et que vous voulez un petit peu mettre en avant un pote à vous, ou des trucs comme ça que vous avez vu, où ils sont arrivés des dingueries, alors évitez les trucs trop hardcore. Le but c'est pas de mettre en avant des gens qui se sont blessés ou quoi, parce que je trouve ça pas ultra cool, mais vous pouvez me l'envoyer, évidemment si vous avez aussi l'accord des gens en question, et on pourra voir pour faire potentiellement une vidéo ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.